Je m'appelle Marie-Pierre Revel. Je suis médecin, radiologue, spécialisée en imagerie thoracique. J'ai fumé pendant 10 ans, comme beaucoup de femmes de ma génération, et notamment pendant mes études de médecine. Et puis un jour, j'ai arrêté. J'ai dit stop. Quand j'ai arrêté de fumer, j'ai retrouvé le plaisir de nager. J'aime retrouver l'eau, sa fluidité, sa douceur, et ne même plus réfléchir pour respirer. Aujourd'hui, je me bats contre le cancer du poumon chez les femmes. J'ai un compte personnel à régler avec cette maladie. Un combat jusqu'au dernier souffle. Chef de service à l'hôpital Cochin à Paris, Marie-Pierre reçoit quotidiennement des patients fumeurs qui se battent contre leur addiction à la cigarette. Certains veulent arrêter, d'autres commencent à avoir des troubles respiratoires. Tous savent que le cancer du poumon peut rôder. Alors parce que la vie est précieuse, parce qu'elle ne doit pas partir en fumée, On récupère de l'autre côté et on voit vite fait dans le bureau, très bien. Merci beaucoup. Marie-Pierre trouve les mots pour alerter, convaincre et désigner l'ennemi numéro 1, le tabac. Par rapport à la cigarette, Oui, où est-ce que vous en êtes? Vous êtes fumeur, ancien fumeur? je suis surfumeur. Vous êtes Seulement, je toujours me cache fumeur. comme un adolescent. Vous vous donc cachez c'est- comme un adolescent. Mes petits-enfants, ils m'ont jamais vu fumer. Donc, ma fille m'a jamais vu fumer. Parce que je trouve ça ridicule, franchement. Il faut voir ça comme... c'est pas une mauvaise habitude, c'est Non, une non, maladie. C'est une maladie... Si, je vous assure. Alors, j'ai déjà regardé votre scanner, parce que je préfère voir le scanner. Alors, déjà, pas de choses suspectes. Bon, Vous n'avez pas très un bien. cancer qui est en train de pousser dans un D'accord. coin. Mais, quand même, le poumon vit pas très bien avec cette exposition au D'accord. tabac. Vous avez ce qu'on appelle de l'emphysème. Ouais. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Ici, toutes les zones noires que vous avez là, là et là, qui sont remplies d'air comme la trachée, c'est parce de- qu'il y a des trous dans le poumon, c'est ça l'emphysème. C'est ça Voilà. l'emphysème. C'est ça. Vous en êtes où par rapport au tabac? J'avais un peu arrêté pendant les vacances là, de Noël, et puis là j'ai repris. Vous avez repris, d'accord. Je suis moi-même ancienne fumeuse, on se détend, aucun jugement de ma part, Oui, je sais oui. que c'est difficile. Maintenant, dans la mesure où vous avez ce qu'on appelle l'emphysème, là, il y a pour vous un vrai intérêt à arrêter de fumer. D'accord. Vraiment. Il ne faut pas essayer de le faire seul. Il ne faut pas se mettre une pression, c'est demain qu'il faut absolument que j'arrête. Non, non, il faut être soutenu, mais chez vous, il y a un vrai intérêt. Vous verrez. Oui. Bon, mais on va s'occuper de ça. D'accord. Ok? D'accord. Ok. Bon, je vous accompagne. Vous savez que la caisse est là. Merci beaucoup. Bah, je vous Le en prie. cancer du Voilà. poumon, Ça devrait pas vous première gêner. cause de décès par cancer en France avec plus de 33 000 morts par an, a depuis plusieurs années connu une bascule. Historiquement un cancer d'homme, il touche de plus en plus de femmes après des vies en fumée. Quand j'étais jeune étudiante, c'était essentiellement des hommes âgés de 70 ans. Et au cours de ma pratique, j'ai vu ce profil changer avec des gens plus jeunes et surtout de plus en plus de femmes. Pourquoi? Parce que avant 1970 en France, des femmes avec un cancer du poumon, c'était l'archi exception. Voilà. Maintenant, elles représentent 35% des malades. Et avant l'âge de 50 ans, elles représentent même 41%. Donc on est vraiment passé d'une situation d'une maladie qui n'existait pas quasiment à une maladie qui est la première cause de décès par cancer. Comme Marie-Pierre, qui a longtemps fumé, les femmes se sont saisies de la cigarette dès les années 60. Et les publicitaires ont su en faire un emblème d'une femme raffinée et sûre d'elle. La seule digne d'une telle main, d'un tel bijou.
Oh, quelle ligne, quelle élégance. Pour toute une génération, la cigarette devient alors l'étendard d'une femme libérée du patriarcat. Il fut un temps où les femmes étaient dociles, où elles étaient soumises, où elles étaient effacées. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes ne sont plus dociles, ni soumises, ni effacées. J'ai fumé à partir de 18 ans, quand je suis allée en fac, bien sûr, comme tout le monde, pour devenir grande, libre et voilà. C'était une manière de, je dirais, d'être un peu bad girl, comme on dit. Je dirais, ça allait avec les pattes d'Ève, quoi. Hein. Ça accompagnait, je sais pas, tous les personnages, les acteurs au cinéma, des années 60 ou 70, à mon époque, en fait. La cigarette faisait partie de la société, je dirais, de la manière d'évoluer dans une société. J'avais mon cendrier qui était sur ma table de nuit. C'était la première chose que je faisais le matin au réveil. C'était la dernière chose que je faisais le soir en me couchant. C'était fumer. Résultat des générations exposées et plus de 10 000 femmes qui meurent chaque année du cancer du poumon en France. Aujourd'hui encore, plus d'une femme sur 5 fume toujours quotidiennement. Marie-Pierre a donc décidé de partir en croisade en lançant une étude pilote à destination des femmes à risque, fortement exposées au tabac. Le but ? Proposer des scanners de dépistage à faible dose. Nom de code ? Inspirez. Cascade. J'ai bien vu quand j'ai lancé l'étude Cascade. Quand je disais aux journalistes, maintenant chez les femmes, ça passe devant le cancer du sein au niveau européen comme cause de décès par cancer, les journalistes, y compris les journalistes médicaux, ouvraient des yeux écarquillés. C'est pas vrai que les gens sont au courant. Au total, plus de 2600 femmes doivent rejoindre le protocole financé par le ministère de la Santé et l'Institut national contre le cancer. Bon, alors, à première vue, très rapide, pas de choses suspectes. Voilà. Aujourd'hui, Marie, pneumologue et membre de l'équipe, reçoit des femmes volontaires. On vous a déjà un petit peu expliqué au téléphone en quoi ça consistait. Oui. Donc c'est une étude qui vise à dépister les maladies thoraciques liées au tabac. Oui. Avec la réalisation d'un scanner initial à 1 an et à 2 ans. D'accord. Donc il faut être disponible dans les 2 années qui viennent. D'accord. On n'est jamais à 5 minutes près, mais voilà, il faut pouvoir faire les scanners. Alors, ce que je vous dis aussi en complément, c'est que ces scanners, quand ils sont faits, ils sont lus par un radiologue, ils sont relus par une méthode d'intelligence artificielle, ensuite c'est validé par 2 experts, donc ça met beaucoup de temps pour que vous ayez le compte-rendu. Il faut compter au moins 2 mois, donc il ne faut pas vous inquiéter si vous n'avez pas de compte-rendu dans les 2 mois qui viennent. Ensuite, vous recevez le compte-rendu. Pour être éligibles, les participantes doivent être âgées entre 50 et 74 ans et être fumeuses ou anciennes fumeuses. Alors, les critères d'inclusion, vous avez quel âge? J'ai 68 ans. D'accord. Vous avez commencé à fumer à quel âge? Classe de seconde. 15-16 ans? Oui. Vous fumiez combien de cigarettes par jour? Un paquet, quelquefois plus, et c'était du tabac blond. Alors, sur le plan de la respiration, est-ce que vous toussez tous les jours? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Est-ce que dans la famille, il y a des antécédents de cancer du poumon? Alors ça, oui, parce que mon père est décédé il y a 2 ans. Et donc ça vous a motivé pour Ben oui, puisqu'il avait arrêté bien plus tôt que moi. Ouais. Et il a eu quand même un cancer. Et donc, moi qui ai continué jusqu'à il y a 2 ans, jusqu'à son décès, en fait... C'est ça qui vous a fait arrêter? Un peu, oui. C'est difficile, bravo d'avoir pu arrêter. Bon, ben donc on va pouvoir vous inclure dans l'étude. D'accord. Je vais vous faire signer et vous aurez le double. Nom, prénom. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Ben non. Je suis pas très inquiète, en fait. C'est vraiment parce que je trouve intéressant de participer à une étude. Voilà. Et merci beaucoup. Voilà. Et que j'ai 2 sœurs qui sont mortes de cancer et que je me dis, c'est ma contribution.
presque l'impression de servir un tout petit peu. Voilà, de cobaye, mais... On s'était eu Vous au pouvez tout dire, 5 téléphone. minutes. Moi, je ne vous ai pas Ah salué. oui. On s'était eu au Bonjour. téléphone. Oui. Et écoutez, merci. Ce que je trouve super, Ouais. c'est que vous ne le faites pas pour vous. Je vais aider en quelque chose et Ouais. je trouve que c'est encore plus super. Oui, Donc, mais merci. parce que alors j'en ai parlé autour de moi, parce que je connais beaucoup de fumeuses. Je dis, les filles, allez-y. Et elles ont peur. Dites-leur que si elles sont dépistées et qu'elles n'ont pas de symptômes, au pire, ce qu'on trouvera, on peut le traiter. Je comprends qu'on ait peur, mais si on n'a aucun symptôme, ce qu'on va trouver est par définition petit. Voilà. Et donc, il faut y aller. Bon, j'ai joué. Très bien. Mais si Marie-Pierre est en mission, c'est aussi pour des raisons intimes. Sa vie a basculé le jour de la disparition suite à un cancer du poumon de sa cousine Véronique, dont la photo ne quitte pas son bureau. En fait, Véro, c'était comme ma petite sœur, quoi. Et on était en fait un trio, mon frère jumeau et Véro, c'était notre petite sœur. Et on a vraiment tout partagé ensemble. Et alors moi, j'aimais beaucoup Véro parce que elle était pas sage. Moi, je travaillais très bien à l'école. C'était un cancre. Je faisais jamais de bêtises. Elle les accumulait toutes les 5 minutes. Mais en fait, on s'adorait, quoi. Pendant 10 ans, Marie-Pierre l'aura soutenue, se rendant dans son petit village au cœur de l'Occitanie, avec parfois une caméra pour garder une trace de ce lien indéfectible qui les unissait. Et après, ensemble, elles aimaient se replonger dans leurs souvenirs d'enfance, une jeunesse où le tabac était omniprésent. c'est là-dessus qu'on s'est construit enfant, quoi. Hein, outre les exemples de nos parents aussi. Voilà. Nos parents, le cinéma des années 70, tous la clope au bec. C'est surtout maintenant que je m'en suis rendu compte. Et papy croyait cacher ses cigares dans un endroit où on ne les trouverait jamais, dans le compteur qui était dans le couloir qui sortait de la maison. Et nous, bien sûr, on les avait trouvés. C'était des voltigeurs, des boîtes comme ça, vertes. J'en ai une là-haut, de boîtes de voltigeurs de papy. Vide, j'espère. Oui, oui. Non, je les ai tous fumés. Des gros barreaux de chaises. Et on a commencé à fumer avec ça, ma chérie. Moi, j'ai commencé à fumer à 17 ans. Véro, plus jeune, à 13 ans, elle fumait et elle n'a absolument jamais arrêté. Mais vraiment jamais. Et elle fumait de façon intense, c'est-à-dire dès le réveil, pratiquement. Et puis quand Véro est tombée malade, là, j'ai eu immédiatement une telle colère. En fait, j'y étais confrontée professionnellement, et suffisamment pour que moi-même j'ai pris la décision d'arrêter, mais ça restait quand même assez virtuel, assez théorique. Et vraiment, que ça puisse tomber sur la tête de Véro, mais j'en suis restée abasourdie, quoi. Aussi parce qu'elle était jeune, elle avait 48 ans. 48 ans. Malgré la violence de la maladie, les opérations, les traitements, Véronique aura jusqu'au bout gardé la nostalgie de la cigarette. Et quand je suis sortie de l'hôpital, dès que je voyais des gens fumer, je pleurais. Mais ça m'a duré peut-être 6 mois. Ça s'est transformé en gros chagrin. Des fois, on dit, les gens qui arrêtent de fumer, ils sont énervés, ils sont en colère, ils sont... Et moi, c'était pas ça. Moi, j'avais perdu ma meilleure copine. Moi, j'étais triste, je pleurais. Mais tu n'as pas de colère rétrospective? Non, parce que la colère... hein, si je devais l'avoir, ce serait après moi. Mais j'ai joué, j'ai perdu, quoi. Mais je pense que tu savais pas aussi, c'est surtout ça le problème. Non, je crois que je l'ai toujours su. On le sait tous. Mais on pense tous qu'on va passer entre les gouttes. Après, il va falloir arrêter parce que je commence à fatiguer. Affaiblie, placée sous oxygène,
avec un cancer qui s'étend à tout le poumon, Véronique partira une nuit de septembre 2022, laissant Marie-Pierre dans une grande détresse. Trois ans plus tard, Marie-Pierre continue de se rendre chez sa psy pour tenter d'accepter l'inacceptable. C'est vrai que je ne sais pas qu'est-ce que sera ma réaction quand voilà, tout sera fait, tout sera calé. Cascade, eh bien, les inclusions sont terminées, mais on va encore suivre les femmes pendant 2 ans. Voilà, tout ça, ça m'évite de penser. Et dès que j'arrête, dès que je repense à Véro, ça devient de nouveau très difficile, quoi. Ah. Parce que ça reste insupportable. Qu'est-ce qui va se passer alors quand Cascade, quand tout ça J'ai dit quand j'aurai tout fini, je pourrais me permettre de pleurer à nouveau. Mais le fait effectivement d'être médecin, ça en a rajouté, quoi. Et puis vous fumiez ensemble, vous me disiez, c'est ça? En fait, je pense que Cascade, ça agit à 2 titres. D'abord parce que ça m'occupe, et comme ça, je pense pas. Et en même temps, ça permet que la chose soit moins vide de sens. Si elle savait tout ce que je fais, elle serait contente. Donc c'est ça l'amour, c'est faire des cadeaux. Bah oui, oui, oui. Mais pour Marie-Pierre, impossible de fléchir. Elle doit tenir la promesse qu'elle s'est faite à elle-même, alerter sur ce fléau silencieux. Alors ce soir, elle se rend à France Inter pour participer à l'émission « Le téléphone sonne », consacrée au cancer du poumon. France Inter. Les choses bougent, les études se multiplient pour pousser ce dépistage, notamment chez les femmes. Et en toute transparence, d'ailleurs, j'ai participé, moi, à l'une de ces études, l'étude Cascade, qui cible justement les femmes. Dépister systématiquement les cancers du poumon, c'est pour quand? C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus. Le téléphone sonne. Une émission de grande écoute qui lui permet de faire la promotion du dépistage précoce. Je suis médecin généraliste et je vous appelais pour partager, moi, mon retour. En cabinet, je trouve que le frein principal pour les patients, souvent, c'est la peur. Parce qu'ils sont terrorisés d'avoir un cancer, ils sont terrorisés de la suite de la prise en charge, parce que c'est souvent associé à la mortalité pour le moment. Que faire? Où envoyer? Vers qui orienter? C'est un petit peu les questions. Tout le monde a levé la main, quasiment, Marine, autour de la table. Donc on va peut-être pouvoir vous aider. Allez-y, Marie-Pierre Revel. Je crois qu'il faut vraiment dire que le cancer du poumon qu'on dépiste au stade asymptomatique par le scanner, c'est un cancer qu'on peut guérir. Voilà, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Il faut se dire que si on n'a pas de symptômes, on va trouver dans l'immense majorité des cas une forme précoce de cancer qu'on pourra traiter et guérir. Beaucoup de questions, notamment celle de Catherine sur WhatsApp, David Planchard, qui dit « Mais est-ce qu'une radio peut permettre de détecter un cancer primitif du poumon ?» Malheureusement, non, sur la radiographie thoracique. En termes de dépistage, une radiographie thoracique chez un sujet tabagique qui a des symptômes sur le plan respiratoire, oui, elle peut avoir un bénéfice pour mettre le doigt sur quelque chose, mais malheureusement trop tard. Donc c'est vrai, il faut pour l'instant se fier plutôt sur des imageries comme le scanner, où on espère peut-être d'autres marqueurs au niveau sanguin qui sont en cours de développement. On a un message sur WhatsApp là de Claire et qui nous dit: est-ce que les fumeurs l'auraient pas bien cherché qu'il n'y ait pas de dépistage systématique? Donc ça existe ce genre de questions là malgré tout. Faut pas se tromper d'ennemi. On a un ennemi numéro 1, c'est la cigarette. Il y a quand même quelque chose qui est schizophrénique. On sait que fumer c'est très addictif, que le tabac il est responsable de 85% des cancers du poumon, et après on peut s'acheter des cigarettes tous les 2 feux rouges. Donc je pense que les gens se disent si c'était si mauvais que ça, je ne pourrais pas en acheter comme j'achète une baguette de pain. Donc non, il faut expliquer aux fumeurs que oui, ils sont à risque, qu'on peut les protéger, en les dépistant, en les aidant à se sevrer du tabac. France Inter. À la sortie du studio, Marie-Pierre en profite pour prendre des nouvelles de la patiente Fabienne Sintès qui se bat pour se sevrer définitivement. Championne du monde. Alors j'ai quand même un aveu à vous faire. Ouais. Depuis j'ai recommencé à fumer quand même. Non. Mais je vais Non. je oui, je suis bien obligée. Non, ça c'est mal ça. Oui, je sais, c'est Alors, mal. il va falloir qu'on parle. Ah écoutez. Ouais.
J'ai vu l'étude cascade, je l'ai lu dans le journal tout simplement un matin. Je me suis dit que c'était pour moi d'abord, à titre personnel. Et puis je me suis dit derrière, il y a un sujet. Du coup, si il y a un problème de dépistage, si surtout c'est aux femmes qu'on fait appel, je pense que je suis rentrée dans Cascade à la fois pour me faire peur et pour me rassurer. Les deux à la fois, me faire peur parce que on sait quand on commence à passer la cinquantaine qu'on a compris qu'on n'était pas immortel. Quand on est journaliste en plus, si on échappe aux chiffres, c'est qu'on fait mal son boulot. Et je me suis dit que ça m'aiderait en fait à poursuivre mon arrêt de la clope. Comme Fabienne Sintès, chaque participante va bénéficier dans le cadre de Cascade de 3 scanners au minimum. Des scanners qui détectent parfois un nodule anormal ou des symptômes de la maladie à un stade précoce. À chaque cas suspect, Marie-Pierre et ses collègues de Cochin vont alors débattre pour affiner le diagnostic. On ne sait même pas si cette lésion persiste sur 2 scanners. Autour de la table, des oncologues, des pneumologues, des chirurgiens pour décider de la meilleure prise en charge. Et là, il y a un petit nodule lobe inférieur gauche, cette fois-ci, qui est tout petit, de 5 mm, mais qui persiste à 3 mois malgré antibiothérapie. Et je voulais avoir votre avis là-dessus, même si le nodule est très petit. Donc, je pense que c'est sur le scanner précédent qu'on avait parlé d'un nodule qui se majorait. Et quand on regarde aujourd'hui, on a l'impression qu'il... Enfin, on n'a pas l'impression qu'il régresse un petit peu au moins dans un des axes. En tout cas, il est... Bon. Donc je pense que c'est un nodule qui est plutôt bénin, peut-être un nodule inflammatoire. Rien d'inquiétant. Est-ce qu'elle a arrêté de fumer? Elle avait déjà arrêté bien avant. Avant d'entrer dans l'étude. D'accord. En tout cas, on a une régression de plus de 2 mm de ce nodule, donc on peut dire qu'elle est significative, donc il ne nous embête pas, il faut la rassurer par rapport à ce nodule. Il faut la rassurer. Très bien, merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions sur le fait de devoir y aller tout de suite ou de devoir surveiller. Et si on y va, c'est-à-dire en chirurgie. Donc c'est vrai que c'est des images des stades assez précoces, bien sûr. C'est le but, hein, mais du coup, il y a vraiment quelquefois des toutes petites images millimétriques, mais qui sont déjà pathologiques, quoi. Quand les prémices de la maladie sont avérées, la biopsie s'avère souvent nécessaire. Vous mettez... Le principe, voilà. faire un prélèvement sur le nodule repéré. Et ensuite, vous vous installez comme si vous étiez dans votre lit. Alors, je suis à côté de vous, il ne faut pas tomber. Voilà. Marie-Pierre prend le temps de rassurer la patiente avant cette intervention longue et stressante. Voilà, très bien. Vous savez, c'est assez précis ce qu'on va faire. Donc, il faut bien prendre le temps que vous ayez une position que vous allez pouvoir tenir pendant un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'après, on ne peut plus bouger. Bon, parfait. Alors, on se dépêche, madame, hein, c'est... Le plus long est fait. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est que... en fait, c'est parce que j'étais un peu trop descendante. Ouais, mais là, comme c'était parfait. Là, je vois bien que la pointe de mon aiguille, elle bute vers la côte, si je continue à descendre. Je refais un petit coup d'anesthésie. Ça se joue vraiment au millipoil, hein. Et on est presque en place. Il y a encore 2 petites étapes un peu délicates pour que je ne touche pas votre côte. J'ai un tout petit ajustement à faire. L'idée, c'est que on y va à coup sûr. C'est-à-dire, on ne fait pas, tiens, comme ça, ben, ça ne va pas, je vais changer. Non, non. On procède vraiment par étapes, millimètre par millimètre. À un moment donné, j'étais gênée par la côte. Et c'est juste avec des tout petits ajustements, avec ces stéristrips qui permettent de faire des angulations de l'aiguille, mais d'à peine quelques degrés, qu'on fait les choses. Et il faut vraiment être précis. Je vais aller voir la dame. Je crois que je suis en place. Hein. Voilà, chère madame, voilà, je vais vous demander d'arrêter de respirer. Vous ne respirez plus du tout, 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 du tout. Respirez le plus doucement possible, le plus doucement possible. Ne respirez plus du tout, 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 du tout. C'est super, respirez le plus doucement possible. Magnifique. Il est magnifique, parfait. Bon. On fait un petit contrôle, je vois si je prends un autre bout. OK, ça va pour vous? Ça va toujours? Parfait. Allez,
C'est très bien, madame. Super. Si Marie-Pierre sait trouver les mots, c'est qu'elle aussi a été touchée dans sa chair. Alors que sa cousine Véronique luttait contre l'avancée de la maladie, Marie-Pierre finit par faire, elle aussi, un scanner de dépistage. Un scanner qui identifiera un nodule suspect. Après 4 ans de surveillance, elle sera opérée d'un stade précoce de cancer en 2019. Jamais je me suis sentie comme étant avec ma vie en danger. Bon, fallait passer par l'étape de la chirurgie qui est jamais voilà, un truc tip-top. Et moi, ce que je ressentais, c'est tellement que c'était injuste que moi, j'ai eu cette forme voilà, tranquille et que elle, voilà, si je lui avais fait un scanner, je sais pas, à 42 ans, 43 ans, que j'ai pu trouver le truc au moment où ça démarrait. Et ça reste même maintenant difficile. Aujourd'hui guérie, Marie-Pierre doit passer tous les ans un scanner de contrôle. Je ne regarde pas. Ne regarde pas, c'est mon collègue. Toujours une... Oui, non mais ça va, ça va. En plus, il paraît que j'ai bien gonflé les poumons. Pour éviter le stress d'analyser ses propres images, c'est son collègue qui est chargé de lire le scanner. Oui. Alors? Bon, bah écoute, rien d'inquiétant. Tout va bien sur le scanner. Eh ben, assieds-toi, assieds-toi. Bon, merci. Et par rapport à la pneumonie, là? Oui, écoute, c'est rassurant, rien de particulier. Tu vas donc, pas te débarrasser de moi tout de suite? Non. Non, c'est très rassurant. Et puis j'ai fait tourner l'intelligence artificielle, donc elle me renforce dans le fait qu'il n'y a rien du tout sur ton scanner. Voilà, Okay. bonne nouvelle. Bon, c'est reparti on est bon pour 1 an encore. C'est ça. Ok, bon, merci en tout cas. En fait, moi, ce qui m'est arrivé, finalement, me permet d'être un élément rassurant vis-à-vis des femmes qui font le dépistage. Même si je ne suis pas en contact systématique avec elles, puisque ce n'est pas moi qui fais les visites d'inclusion et que je suis un peu dans l'ombre des experts qui lisent les scanners, celles qui, pour une raison ou une autre, notamment celles qui ont un dépistage positif, celles-là, je les rencontre. Et ce qui m'est arrivé me permet de les rassurer en disant, écoutez, voilà, j'ai eu à peu près la même chose que vous, j'ai eu une chirurgie, et puis maintenant, c'est derrière moi. Et ça fait beaucoup de bien. Voilà, ça leur fait beaucoup de bien. Deux mois à peine après son opération, Marie-Pierre a pu retrouver les lignes d'eau et les entraînements. Nager, respirer, respirer normalement, comme si de rien n'était. J'ai renagé, bon alors je suis pas la championne du monde, mais je suis capable de nager longtemps, je suis capable de nager voilà, sur de la longue distance, d'être à l'aise dans l'eau. Parfait. Un retour à la vie normale, rendu possible grâce à un diagnostic précoce et à une chirurgie dite mini-invasive. Une chirurgie dont peuvent aussi bénéficier, en cas de diagnostic positif, les participantes de Cascade. Ce matin-là, à Neuilly-sur-Seine, la docteure Agathe Seguin s'apprête à opérer par assistance vidéo. Ok, on va déployer la bête. Remonte un micro-chouille. Ouais, stop, c'est bien, tout droit. Grâce à une modélisation en 3 dimensions du lobe du poumon et de la tumeur, la chirurgienne sait déjà avec précision la zone à enlever. Voilà, donc j'ai ma lésion en vert, la marge de sécurité en jaune, et je vais aller avec un petit ciseau simuler en fait ce que je vais couper. Il me semble que si je coupe cette bronche, donc là j'ai effectivement toute la tumeur dans le segment que je veux retirer. La prograspe, elle était... Ouais, avance. Merci, stop, c'est bon. Ici, les mains et les yeux de la chirurgienne sont remplacés par des mini-caméras et par des instruments commandés par des bras robotisés. Hop. Je l'ai vue, elle est là.
Une technique qui laisse de simples petites cicatrices et qui permet à la patiente de récupérer plus vite. Ça n'est pas un gadget en fait. C'est vraiment nécessaire pour offrir au patient une chirurgie complexe qu'on puisse lui faire par une voie minimalement invasive. Et pour lui, c'est un peu la clé pour sa récupération. Parce que bien sûr, on peut ouvrir le patient et tout faire par ouverture, mais les suites pour le malade sont vraiment différentes. Donc dans cette très mauvaise nouvelle d'un cancer du poumon, on a une bonne nouvelle. Vous êtes à un stade petit, localisé, où on a vraiment de grandes chances actuellement de pouvoir vous offrir une survie très prolongée. En fait, actuellement en France, si on résume un peu, 75% des patients sont découverts à un stade qu'on considère un stade métastatique, qu'on appelle les stades 4. Et la survie de ces patients, malgré la révolution de nouveaux traitements, l'immunothérapie ou d'autres traitements, leur survie, malheureusement, à 5 ans, est inférieure à 40%. À l'inverse, quand on met en place un programme de dépistage, on va découvrir plus de 75% des patients, donc c'est l'inverse, à un stade 1, un stade précoce, pour lequel leur survie à 5 ans est de l'ordre de 85 à 90%. Et ça, pour nous, en tant que chirurgiens, c'est pour ça qu'on est médecin. Nous, le souhait du médecin, c'est de guérir nos patients. On sait bien qu'on ne va pas pouvoir guérir tout le monde, mais notre souhait, c'est quand même d'essayer de leur offrir cette possibilité-là. Et comme je leur dis, ne plus jamais vous revoir. On peut enlever le robot? Il aura fallu 3 heures à peine pour extraire la tumeur. Hop, fil pour le drain. Hop, hop, hop. On va pouvoir reventiler. Alors là, vous pouvez filmer. C'est le moment que j'adore. C'est ce qui fait que j'ai fait de la chirurgie thoracique. C'est la reventilation. Je trouve ça toujours magique. De regonfler le poumon. De regonfler et là, le poumon. il fait... Je trouve ça génial, moi. Ça va? On est encore sur la table d'opération. Tout s'est très bien passé. Hein, on finit vos pansements, d'accord? Grâce à Cascade, plus de 50 femmes ont déjà été détectées à un stade précoce. Parmi elles, Emmanuelle, qui a bénéficié de cette chirurgie. Ça m'a sauvée, c'est une opportunité énorme que m'a donnée Cascade. Mon chirurgien m'a dit au moment où je l'ai revu après l'opération, il m'a dit « J'aime pas dire ça en cas de cancer, mais je pense que vous êtes guérie. » Et pour moi, vous êtes guérie. Et c'est énorme parce que cette phrase, elle est restée gravée dans ma tête. C'est une chance de pouvoir entendre ça 3 mois avant. J'étais pas... Là, on me dit « Vous êtes guérie. » Donc voilà. Ça, c'était une bonne nouvelle. Enfin, on le saura. Enfin, je me fais surveiller, hein, bien sûr, mais pour l'instant, peut-être qu'il avait raison, j'espère. Emmanuelle n'a pas été surprise à l'annonce de la maladie. Pendant 20 ans, elle a fumé. Elle a fumé plus d'1 paquet par jour avant de se sevrer il y a 7 ans. La cigarette, je savais, à chaque cigarette que je fumais, je me disais « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça ?» Mais vraiment, pendant 2 ans avant d'arrêter, je me disais « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça ?» Et un jour, j'en ai vraiment marre de me dire ça. Et j'ai pris mon paquet, je l'ai jeté. Et c'est tout. Alors après, comme je vous dis, ça quitte jamais parce que je peux être en train de cuisiner, je ne sais pas, et d'un seul coup, une pulsion, ça va durer quoi? Une seconde, même pas. Mais c'est encore maintenant, alors que ça fait maintenant 7 ans que j'ai arrêté. Mais par contre, je ne veux plus toucher à ça. En fin de compte, c'est bon pour rien, la cigarette. Il y a 0 vertu. C'est vrai, il y a 0 vertu dans la cigarette. Et donc, quand je vois des gamines... moi, j'ai la chance d'avoir une fille qui n'a pas fumé et qui ne fume pas. Mais quand je vois les sorties d'école et tout ça... je suis triste pour eux, même les garçons. Je suis triste pour eux parce que je me dis, mais en fait, c'est un truc qu'on ne doit jamais commencer. Ça ne devrait pas exister, une cigarette. Si beaucoup de participantes de l'étude Cascade ont déjà arrêté depuis plusieurs années, certaines luttent encore contre l'addiction. Bonjour Anna. Bonjour docteur. Voilà seulement quelques semaines qu'Anna a eu le courage de dire stop. Grâce à Cascade, elle a pu bénéficier d'une aide au sevrage. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Sarah Koskas, psychiatre et spécialiste des addictions chez les femmes.
Et vous aviez déjà essayé de réduire, d'arrêter? Jamais. Jamais. Et donc vous aviez l'idée que c'était pas possible d'arrêter? Voilà, c'était pas possible d'arrêter. Pourquoi? Que c'était impossible. Parce que c'était impossible. C'est depuis 40 ans que je vis avec. Oui. C'est comme un enfant, le cousin ou le... C'était un membre de votre famille? Voilà, un membre de ma famille, totalement. Et je disais, non, moi, pour arrêter, il faut m'enfermer, mais enfermez-moi dans une salle. Donc là, maintenant, vous avez essayé, vous avez commencé une démarche vis-à-vis du tabac grâce à l'étude Cascade. Oui, tout à fait. Qui vous a aidé à rencontrer un tabacologue. Voilà. Et où vous en êtes aujourd'hui? Depuis le 4 mai, je suis retombée une fois, j'ai acheté un paquet de cigarettes, j'en ai fumé une et j'ai jeté le paquet. D'accord. Je l'ai écrasé comme ça sur des plantes. Vous aurez des envies, malheureusement, toute votre vie, mais après, ça va devenir des pensées. Donc n'ayez pas peur d'avoir des envies. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de ne pas consommer. Et la rechute, elle est maximum dans les 3 à 6 mois. Après, vous serez fragile, mais moins. D'accord. D'accord. Bravo. Et merci pour votre déterminisme. Non, je suis là, donc grâce le programme Cascade, je suis tellement redevable ouais, je suis tellement redevable. Mais c'est vous qui avez fait le job. Voilà. Le tabac, c'est une drogue, clairement une drogue, dont 1 sur 2 meurt. Donc 1 sur 2 des consommateurs peut mourir de cette drogue. Il y a 75 000 décès par an en lien avec le tabac. Donc le tabac, c'est une vraie addiction. D'ailleurs, l'addiction par le biais de la nicotine, qui est la substance à laquelle on est addict, c'est très, très addictogène. C'est-à-dire qu'il y a extrêmement peu de gens qui fument de temps en temps. En général, quand on fume, très vite, on fume tous les jours, on est enchaîné, on perd sa liberté. Et c'est ça l'addiction, c'est la perte de contrôle. C'est-à-dire, je ne veux pas consommer, je consomme quand même. Et donc, du coup, on parle de maladie. Moi, j'ai une blouse aujourd'hui, je suis médecin, on ne traite pas des vices, on traite des maladies. Et donc, oui, l'addiction au tabac est une réelle maladie. Aujourd'hui, on a des médicaments qui peuvent aider. Pourquoi ne pas s'en servir? Et ensuite, décroître. Par contre, se faire accompagner. Ça, c'est extrêmement important. Seul, c'est dur. Souvent, nos patients qui sont addicts à d'autres substances disent que le tabac est une des substances les plus dures à arrêter. Ce matin-là, Marie-Pierre s'envole pour Prague. Elle participe à 2 jours d'échanges avec des confrères européens regroupés dans un grand projet financé par l'Union européenne intitulé SOLAS. Chacun a multiplié les études dans son pays. L'occasion pour Marie-Pierre de tirer les premières leçons de la campagne de dépistage en France. Ce qu'on observe, c'est que les femmes qui participent sont de niveau d'études élevé. 79% d'entre elles sont allées à l'université et seulement 1% ont quitté l'école avant l'âge de 16 ans. Donc cette stratégie de combiner avec le dépistage du cancer du sein marche bien, mais seulement pour les plus éduqués. Tous s'inquiètent de l'augmentation du cancer du poumon, devenue la première cause de décès par cancer chez les femmes en Europe. On gagnera la bataille si on réussit l'aide au sevrage tabagique. Et c'est vraiment ce que je déplore dans notre programme en France pour Cascade. Et j'espère qu'on arrivera à faire mieux dans le futur, mais je sais qu'on manque de ressources pour cette aide. Avec les années, Marie-Pierre a noué une relation amicale avec Martina, une consoeur pneumologue tchèque. C'est elle qui a su imposer ce programme au niveau européen. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu vas droit au but. Tu n'as pas peur, même durant nos meetings. Tu n'hésites pas à dire « je suis contre ça, je n'aime pas ça ». Et c'est la bonne façon de faire. J'aime ça. Et c'est mon approche aussi. Ensemble, elles mesurent encore les obstacles à lever pour en finir avec le lobbying incessant de l'industrie du tabac. Ils essayent de tout faire pour rester en vie. S'il y a une grande campagne anti-tabac qui s'appuie sur les études de dépistage par scanner et qui montre le lien direct entre tabac et cancer, ils font semblant de ne pas le voir. Car si la consommation de tabac décroît, 16% des jeunes de 17 ans fument encore quotidiennement et les cigarettes électroniques séduisent de plus en plus la nouvelle génération.
Ils disent que c'est moins nocif, mais c'est toxique de toute façon. On lutte contre toute forme de nicotine. La nicotine en liquide, c'est bien uniquement pour les gros fumeurs. Les fumeurs qui essayent d'arrêter, ou pour les anciens fumeurs, mais certainement pas pour les jeunes. Il ne faut pas croire que ce n'est pas toxique et que ça ne provoque pas de cancer. On va se débarrasser du cancer du poumon quand on va complètement changer la façon dont on conçoit le fait de fumer, qu'on doit arriver à dénormaliser. Il faut vraiment que la nouvelle génération ne s'expose pas à ce risque. Vraiment, ça coûte trop cher en vie humaine. La guerre contre le tabac est loin d'être finie. Mais Marie-Pierre vient de remporter une première bataille. Bonjour, c'est l'équipe Cascade, l'étude pour le dépistage du cancer du poumon. Je vous dérange pas? En quelques mois seulement, les équipes de Cascade ont réussi à atteindre le nombre de participantes pour valider l'étude. Une réussite. Des femmes volontaires venues des 4 coins de la France et suivies sur tout le territoire grâce à l'implication d'équipes partenaires comme à Rennes, Grenoble, Le Havre ou comme ici, à Béthune. Aujourd'hui, le pneumologue Alexandre Ampère reçoit des participantes qui en ont terminé après leurs 3 scanners. L'occasion de faire un premier bilan. Eh ben ça y est, c'est la consultation finale. Consultation finale. Ben, merci d'avoir participé. Hein. Oui. C'est normal, il en faut. Ça va nous permettre d'avancer dans les études. Ouais, tout à fait. Comment ça s'est passé pour vous Bien. Ça s'est bien goupillé. J'ai en plus eu des consultations cardiologiques, des suppléments qui étaient pas mal. Vu que fumeuse et puis beaucoup de bronchite. D'accord. Donc, et comme j'avais pas non plus de pneumologue, donc ça a été l'occasion d'être suivie une fois par an et voilà. Pas d'autres pathologies, d'autres maladies découvertes pendant l'étude? Un peu de cholestérol. D'accord, ça c'était découvert après le début? Après, oui. Pas eu de TEP scan après le deuxième scanner. Et ben voilà, on a tout. C'est pour ça que c'est une étude qui m'a rassuré, quoi, dans l'ensemble. Et vous, ça vous a rassuré? Oui, puis quelque part, je me dis, bah, au moins, je sais que j'ai pas de cancer des poumons. Enfin, pour l'instant. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Est-ce que vous seriez intéressé de poursuivre le dépistage? Ah oui, pourquoi pas. Oui, oui. Il y a une autre étude, ça enchaîne sur une autre étude où les hommes vont pouvoir participer et qui est calquée sur la même chose. Donc pour vous, ça ne changera rien en fait? Non. Oui, pourquoi pas. J'avais même aussi l'idée d'y inclure mon mari. Ah, très bonne idée. Très bonne idée. Je l'emmènerai avec moi comme ça. Il fume encore, lui, votre mari? Alors, il a arrêté mi-décembre. Ah. Il a 60 ans, il fume depuis l'âge de 11 ans, on va dire. Jamais trop tard. Cascade, maintenant, le recrutement des 2635 femmes est terminé. On va continuer à surveiller ces femmes pendant 2 ans. Et surtout, à l'automne, on va lancer le programme Impulsion, qui est un pilote national homme-femme, où là, on va recruter 20 000 participants pour que la Haute Autorité de Santé soit convaincue qu'il faut qu'on aille maintenant vers un dépistage organisé, comme pour le sein, le col et le colorectal. Donc, ça, c'est un monsieur qui est... Mais pour réussir ce pari et passer à des dépistages en masse, Marie-Pierre sait qu'il va falloir s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Une technologie indispensable pour épauler les radiologues, pour analyser davantage de scanners plus rapidement. Alors aujourd'hui, elle anime une formation dédiée au dépistage organisée par la Société française de radiologie pour créer des équipes de choc dans tous les territoires. Bon, on va le mettre de densité mixte, il y a quand même un peu de verre dépoli autour, mais... Très bien, ouais. Bon, non, c'est pas trop mal, en fait, en vrai. Alors, vas-y, regarde Display CAD Result pour voir ce qu'il te propose. Ouais. Ça... Oui, il a des petites cavités en plus. C'est un nodule mural sur une zone kystique.
avec une composante solide, une composante en verre dépoli. C'est un cancer. Ouais. C'est un cancer. Et c'est pour ça qu'on a absolument besoin de l'IA. L'intelligence artificielle va nous éviter ce genre d'erreur de détection. On ne doit pas se rater sur le dépistage. Donc l'utilisation d'intelligence artificielle, elle est très précieuse dans ce cadre-là, puisqu'elle va nous permettre d'avoir un deuxième œil sur le dépistage. Donc il y a beaucoup de logiciels maintenant qui se sont développés, qui sont relativement efficaces globalement. Une intelligence artificielle devenue indispensable, mais pas infaillible. Sauf que avant. Alors c'est intéressant de voir si l'IA le trouve display guide result, et il trouve rien. Pourquoi ? Parce que l'IA, elle a été entraînée à trouver des nodules complètement entourés d'air pulmonaire. Quand c'est collé comme ça au médiastin, ça met en échec actuellement, et j'en ai testé plusieurs, toutes les IA. Je fais beaucoup de cancers du poumon, j'aimerais en voir moins, et je pense vraiment que, de façon générale, si on forme beaucoup de radiologues et qu'on sensibilise aussi les médecins généralistes au dépistage et les autres intervenants, on arrivera vraiment à faire des économies et à sauver des vies. Tout le monde est hyper motivé pour participer. Les agences régionales de santé sont extrêmement motivées dans un contexte budgétaire qui reste difficile. Mais la communauté des radiologues qui est hyper motivée, les gens se forment en masse pour être prêts au dépistage. Voilà, il y a beaucoup d'attentes. Si Marie-Pierre n'est pas prête à baisser la garde, ce week-end, elle s'autorise une respiration en famille à La Rochelle. Ça me fait hyper plaisir, les gars, que vous soyez là. On va se faire un câlin à 4. Ça me fait trop plaisir. 1, 2, 3, 4. Voilà. Moi, je compte 5, 5, 5. Avec ses 4 fils et son mari, ils se souviennent du jour où la maladie a changé de camp, pour ne plus toucher des patients, mais leur famille. Et du coup, ouais, c'est vrai que nous, on a eu un petit peu l'information quelques jours avant ton opération, donc c'était un petit peu rapide, quoi. Et ça vous inquiétait ? Oui. Oui. Quand tu nous l'as annoncé, bah, tu pleurais, donc ça montrait que tu avais peur. J'ai pleuré, moi. Oui. Ah bon ? Et Alors, attends, mais ça c'est incroyable, j'ai aucun souvenir de ça. Si. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que elle avait été opérée et qu'elle était guérie. Moi, vraiment, 2 ans après, je me disais encore, si elle nous reconvoque un soir, c'est pour nous dire qu'elle a récidivé, quoi. Ouais. Vraiment, alors là, vraiment, je suis pas fière de moi. Hein. Bah non, mais parce que honnêtement, non, mais ce truc-là, le saut à franchir, c'était la chirurgie. Il fallait pas que, voilà, il y ait une complication. Mais le truc ne me menaçait pas. Donc je vous ai mis un stress qui n'a pas de raison d'être, quoi. Je me rappelle que... Bon, enfin bref, là, la vie est belle. Il fait beau. On a une super maison. Vous êtes super. Tout va bien. Un séjour à part pour fêter la pendaison de crémaillère de leur nouvelle maison de vacances et l'anniversaire de Marie-Pierre. Voilà. Et voilà. Ensemble, ils reviennent sur cette vie à 100 à l'heure où Marie-Pierre a toujours voulu mener de front sa vie de mère et sa vie de médecin. Elle avait une tradition qui était de prendre le goûter avec nous le samedi quand elle était de garde. Et du coup, on l'a retrouvée au relayage de l'hôpital Georges Pompidou. Moi, je me rappelle très bien que le flan et le Fanta citron le samedi après-midi, voilà, c'était des très bons souvenirs, quoi. Vous alliez au restaurant, quoi. Ils avaient le droit de choisir leur truc. Et est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait culpabiliser, ou est-ce que toi-même t'as culpabilisé de ne pas mettre plus en retrait ta carrière par rapport à élever tes enfants? Paradoxalement, c'est plutôt des filles qui m'ont dit ça. Ouais. Mais du coup, tu as eu ce genre de remarques? J'ai eu des remarques du style, moi, si j'avais 4 enfants, je ne serais pas encore à 7h du soir à l'hôpital. Mais j'ai aucune frustration. C'est-à-dire, j'ai pas eu l'impression de ne pas vous voir. Et en même temps, j'ai pas eu l'impression... parce que c'est aussi terrible de faire porter à ses enfants le poids de la responsabilité. Oui, à cause de vous, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Non. Là, je pense que... Et encore une fois... J'étais là.
Magnifique. Non, mais c'est vrai que... Non, c'est bien relayé. Juste grâce à papa, on a s'est bien relayé, plein de recettes. La pizza aux fruits de mer. Vous avez pris... en prom. Oh, ça va être bon. Une bougie de plus pour Marie-Pierre, mais la flamme est toujours là. Car continuer à sauver des vies, c'est sa façon de rendre hommage à celle qui ne quitte jamais ses pensées. Ça me console pas de la perte de Véro, mais je me dis c'est ça de gagner, quoi. Ça rend les choses... Voilà, je sais pas s'il faut donner un sens, mais... Bah, au moins j'ai essayé de faire ça, quoi. J'ai pas pu faire pour Véro, mais au moins j'ai essayé, quoi. Et parce qu'avec Marie-Pierre, l'eau n'est jamais loin, celle qui aime soulever des montagnes profite de ce répit pour plonger dans l'océan. Quelques longueurs pour se ressourcer et rêver d'un monde sans tabac ni cancer.